Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Roll Youfull, le podcast qui vous parle des jeux de rôle. Et aujourd'hui, je suis encore, évidemment, rejoint par un chevalier Jedi, par l'homme qui a inspiré le capitaine Kirk, par l'homme, je le vois rigoler, alors c'est pour ça que je rigole, par l'homme qui va fantastiquement nous présenter la différence entre la science-fiction, la hard science, le space-up. Bref, il est un puits de science, il est la réponse à la question de l'univers. Euh, il est le 42. C'est Styr. Salut Styr. Bonjour, alors c'est de pure réflexion, ouais, j'ai inspiré le Captain Kirk, donc ouais, j'ai officiellement 102 ans, hein, un peu de choses C'est ça. près. J'ai l'air aussi dévasté que ça. Non, pas du tout. Pas du tout, Non, mais merci à nouveau pour cette introduction sectaire. Oui, effectivement, sur un sujet qui va être... qui moi m'intéresse beaucoup parce que c'est l'autre expérience, enfin l'autre champ d'expérience du jeu de rôle avec le médiéval fantastique qui est celui de la science-fiction. Absolument. Et Un peu notre question d'aujourd'hui qui est: la science-fiction est-elle soluble dans le jeu de rôle, comme nous l'avions annoncé le mois précédent? Alors, ben là par contre, alors tu vois, pour une fois, tu vas beaucoup parler, parce qu'alors moi, la science-fiction, j'en ai lu énormément, j'en lis toujours, mais alors, niveau jeu de rôle en science-fiction, je suis au-delà de la bille. Alors, déjà, ben, un peu comme pour la précédente émission, je pense qu'il est important un peu de replacer les termes, parce que le science-fiction, ben, c'est un mot valise, et qui est très utile. Moi, je reproche pas du tout au fait qu'on emploie ce terme-là. Mais le problème, c'est que quand on parle de science-fiction, on va se retrouver avec tout un ensemble de récits qui peuvent être labellisés de science-fiction. On va retrouver la soft science, la hard science, le space opéra, le new space opéra, on va trouver le cyberpunk, les récits d'horreur. Il y a une vraie question sur est-ce que Lovecraft est un auteur de science-fiction finalement, et qui est en plus assez intéressant. La nouvelle, il y a des éléments dans la nouvelle gothique. Finalement, Frankenstein peut-il être considéré comme un récit de science-fiction? Donc, Frankenstein, pour moi, est de la science-fiction, par voilà, exemple. hein, on est vraiment sur des pistes et des univers, on vient juste de le citer, extrêmement variés dans leur style. Et du coup, dire, bah voilà, on va parler de la science-fiction dans le jeu de rôle, c'est un C'est peu compliqué. compliqué. Voilà, tout à fait. Et donc, Surtout finalement, que de quelle science-fiction parlons-nous, c'est quoi? ça, de quelle science-fiction? Et c'est pour ça que moi je préfère le terme, alors je sais que c'est un terme valise, tout aussi valise que science-fiction, hein, attention, moi je préférais le terme anticipation. Parce que Moi, il me fait toujours un anticipation, peu ça tiquer, va... celui-là. Je sais, on en avait discuté, mais moi, pour moi, anticipation, ça va vraiment de euh, la science dans 5 ans, genre, tu sais, les trucs problème à 3 corps, etc., où c'est vraiment du contemporain, mais on se rend compte que c'est dans le futur, enfin voilà. Et ça va jusqu'à Star Trek, jusqu'à Doctor Who, jusqu'à, tu vois, où est-ce que tu mets ces choses-là? C'est Alors, compliqué. voilà, pour moi, effectivement, le anticipation, j'ai envie de dire, c'est la science-fiction proche. C'est la science-fiction, ça va être Minority Report, ça va être, tu parlais un peu du problème à 3 corps, ce genre de récit où finalement on n'est pas si loin de nous. On va voir notamment que dans le jeu de rôle, il y en a pas mal dans ce genre-là, et on en a de plus en plus d'ailleurs. Et puis de l'autre côté du spectre, on a un peu le space opéra. On va avoir toute cette science-fiction, moi que j'appellerais presque mythologique, puisque en fait, elle répond à des questions de leur époque. C'est pour ça que la science-fiction des années 50 n'est pas la science-fiction des années 2100. Hein, la peur de la bombe, la place de l'homme H minuscule, quel homme saurais-je être dans les années 50, et la place de la femme toujours dans les années 50, ça va pas du tout être la même chose qu'au 21e siècle. Donc on a ici avec des approches qui vont être radicalement différentes, entre d'un côté une Lois McMaster Bujold qui fait un récit extraordinaire. Alors là vraiment en termes de littérature, je la considère comme l'une des plus grandes écrivaines
du 21e siècle. Elle a un style qui est incroyable. Lisez du Lois McMaster-Bujold. Moi, ça a été vraiment une de mes grandes écrivaines, mais avec des interrogations qui ne seront pas du tout la même approche que d'un Isaac Asimov dans son cycle Fondation, parce que McMaster-Bujold écrit dans les années 80-90 avec une réflexion extrêmement importante sur comment la science change la société, et de même chez Isaac Asimov, mais avec des interrogations qui sont nourries par ces années 50. Et pour le jeu de rôle, ça va être... pour moi le problème. Ça va être ça. Le jeu de rôle, c'est que le problème du jeu de rôle là-dedans, c'est que il va y avoir, on le sait quand on s'intéresse à la science-fiction, que je parle de la littérature, la science-fiction littéraire n'est finalement qu'un reflet n'est qu'une façon de traiter les problématiques du temps où est écrit cette science-fiction. Donc, comme tu disais, Asimov, quand K. Dick écrit ses bouquins de science-fiction, il parle de lui, il parle de son époque, il parle de maintenant, de son maintenant à lui à chaque fois. On parle de notre maintenant à nous et on le transmet, ça on le sait, on le transmet dans la science-fiction. Mais le jeu de rôle, c'est pas ça. Et oui, c'est un peu la grosse problématique. Et c'est ce qui fait que, alors, c'est la science, pour ça aussi que c'est un sujet qui est intéressant, parce que la science-fiction, les jeux de rôle de science-fiction sont très révélateurs de comment le public du jeu de rôle évolue. C'est-à-dire que, très clairement, les jeux de science-fiction vont avoir leurs joueurs, mais qui ont grandi avec ce jeu de science-fiction, et donc finalement qui vont pas forcément s'intéresser aux jeux de science-fiction qui sortent actuellement, qui vont rester scotchés à là. Et je te propose de commencer avec un grand ancien du jeu de rôle, qui est vraiment, alors très peu connu en France, et je pense même pas dire inconnu, Traveller. Alors Traveller, quand je parle de grand ancien, Traveller c'est 1977. Oui, ça arrive tout de suite après Donjons et Dragons, Tunnel et Trolls. Et Traveller a connu des rééditions jusqu'en 2016. La dernière réédition, elle date de là. Et ce qui est intéressant dans Traveller, c'est que le pitch n'a pas changé. Mais ce qui est aussi intéressant dans Traveller, c'est que le public de Traveller n'a pas changé. C'est-à-dire que ce sont maintenant des barbus avec leurs enfants. Moi, j'avais un peu suivi de loin parce qu'à une époque, je cherchais justement un jeu de science-fiction. On va en reparler justement plus très hard SF. Et Traveller, c'est vraiment ça. Hein. Tu as des suppléments qui sont vraiment consacrés à comment fonctionne tel équipement, ce genre de choses. Et je m'étais intéressé. Alors la gamme, elle est monstrueuse. Hein. Là, si vous êtes dans la collectionnite aiguë, faites-vous plaisir parce que y a de quoi faire. 50 ans de gamme, tu m'étonnes. Et avec un pitch qui est en plus très bien présenté parce que tout est dans le nom, Traveller. Vous êtes des voyageurs dans une galaxie et vous allez de monde en monde. En fait, on reprend un peu une thématique à Star Trek, mais dans le côté que moi j'ai toujours bien aimé dans Star Trek, c'est-à-dire on arrive dans un coin de l'espace avec des trucs complètement fous et qu'est-ce qui va se passer? Alors évidemment, ça va être la victoire du Captain Kirk face à tout ça et des épisodes qui étaient isolés les uns des autres, c'est-à-dire chaque monde avait avec toujours cette phrase, cette créature était à l'homme parce que l'homme était à la bactérie, tu vois, ce genre de choses. Voilà. Et Traveller est très intéressant là-dedans parce que tu vas retrouver un peu les bases de l'un justement de CSF, c'est-à-dire que les joueurs sont des aventuriers. Et ça va être un des points qu'on va très souvent rencontrer. Le monde de la science-fiction est un monde qui peut être extrêmement hostile, l'espace notamment. Hein, tous ceux qui ont fait un peu de science physique savent à quel point l'espace est un endroit. Enfin, l'être humain n'y est pas fait pour vivre, hein, tout simplement. Et tout le jeu va tourner à comment vivre dans cet environnement hostile et comment profiter des merveilles qu'il a à offrir. Ce moment où tu vois par exemple, je repense toujours à ce film qui est un ratage entre guillemets, mais qui est un peu j'ai une tendresse pour lui, qui est Le Trou Noir de Walt Disney. Tu as des plans qui sont extraordinaires dans ce film. Tu as des plans qui sont vraiment fous et d'une audace. Enfin, on parlait d'horreur et de fantastique et pour moi, là-dedans, la science-fiction est tout à fait capable de conjurer cela en évoquant l'espace. On en reparlera quand on parlera d'Alien. Hein. Dans l'espace, on ne vous entend pas crier, qui fonctionne très très bien. Et Traveller, justement, va jouer en grande partie là-dessus, mais avec une approche beaucoup plus fun.
C'est-à-dire, ben voilà, vous êtes les héros des années 50, 60, 70, vous êtes le Captain Kirk, voilà, faites-vous plaisir. Et Traveler fonctionne, continue de fonctionner, se porte bien, c'est édité par Moon Goose. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, pour une raison, parce que c'est un univers, mais qui n'a pas de règles et c'est toujours accroché à d'autres systèmes de règles, donc le système des 20, qui à mon avis n'est pas du tout adapté à ça, et surtout un système qui me hérisse les poils, qui est GURPS. Ah, GURPS, oui, GURPS. Voilà. Un jour, il faudra qu'on fasse une émission spéciale sur GURPS. Parce et il y a tant de choses à dire. Il y a des choses à dire, oui. Pareil, donc bon, ceux qui ne connaissent pas GURPS, c'est General Universal Role Playing System, hein, GURPS. Et en fait, GURPS, c'est une boîte à outils, c'est-à-dire que l'éditeur de GURPS édite des règles de magie, des règles de cybertechnologie, des règles de voyages spatiaux, et vous pouvez les utiliser pour y coller votre univers. Donc vous avez rien à faire. D'ailleurs, c'est un Steve Jackson, mais ce n'est pas le même Steve Jackson. On en parlera de GURPS. Voilà, mais c'est juste pour que vous ayez en tête, parce qu'on va en reparler de trucs. Ouais. Parce que l'avantage de ça, c'est que la science-fiction, on avait dit que le problème du fantastique dans une précédente émission, c'est que ça imposait aux meneurs une certaine maîtrise de la narration exigeante. Le problème de la science-fiction, c'est que ça impose une certaine maîtrise de la technologie pour être, si on a envie de créer un monde de science-fiction, on va dire de hard SF, et le gars qui va avoir le malheur de se tromper sur le fonctionnement d'un laser, quelque part il brise le charme dans ce genre de cadre, quand vous êtes très exigeant. Et c'est vrai pour la hard SF, c'est vrai pour le cyberpunk, c'est vrai pour un certain nombre d'entre eux. Et l'avantage de GURPS, c'est qu'en fait il permettait aux meneurs de dire vous inquiétez pas, on a le bouquin pour ça, vous voulez faire un truc sur les biotechnologies, on a un supplément biotech qui est considéré comme une référence du genre. J'ai eu l'occasion de le feuilleter et effectivement, si tu t'intéresses un tout petit peu à la biotechnologie, ça va très au fond des choses. Si tu veux savoir comment une cellule fonctionne et pourquoi un prokaryote, ça va être important, c'est dedans. Alors après, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est un autre débat. Mais voilà, l'intérêt de GURPS, c'était ça. Et donc voilà, Traveler va être un peu l'un des premiers. Et après, le problème de la science-fiction, c'est que il va tomber dans une sorte de splendide isolement face à des gros mastodontes qui ont le mérite en plus d'être un peu plus faciles d'accès, que sont le médiéval fantastique avec Donjons et Dragons, Rollmaster, RuneQuest, etc. L'horreur Lovecraftienne avec Cthulhu, et Traveler ne va jamais arriver chez nous en France, enfin il va arriver à la marge, et ça va être surtout des joueurs, des meneurs qui parlent anglais qui vont y jouer. Et la science-fiction en France va soit se limiter à l'exploitation de licences, le jeu de rôle Star Wars des années 80, qui est un bon jeu de rôle, entre guillemets, les mécaniques, très simple à aborder. Si vous aimez l'univers Star Wars, ce système-là fonctionnait très bien. Il a été repris par Fantasy Flight Games, qui a sa politique éditoriale, auquel ma politesse m'interdit de répondre sur cette antenne, mais qui fait, voilà, si vous aimez les Rolls-Royce, vous achetez une Rolls-Royce pour le prix d'une Rolls-Royce, sans les options. Et vous ne jouez pas de la SF, puisque je rappelle que Star Wars n'est pas de la science-fiction. Et c'est justement là où on va embroyer. Donc on a vu Travelers qui a posé un peu les bases de ce que va être le jeu de hard SF, et qui va en fait vraiment partir de ce postulat, c'est-à-dire que vous ne jouez pas à Travelers parce que par accident, vous jouez à Travelers parce que vous voulez de la hard SF. Et oui. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui va être extrêmement important, et donc du coup forcément ça va limiter un peu le genre. Est-ce qu'on va avoir des jeux de rôle qui vont être de science-fiction qui vont être ouverts au plus grand nombre? Oui, et ça va notamment arriver en fait assez tôt en France quand même, mine de rien, vers la fin des années 80. Alors certains vont être plus ou moins réussis, d'autres vont plus ou moins être ratés. On pense à des jeux d'introduction comme Mega 3 qui vont avoir tout à fait. Voilà, qui, pour ceux d'entre nous les plus anciens, ont connu parce que c'était à l'origine un hors-série paru par Casus Belli, et même d'ailleurs par Jeux et Stratégie, il me semble bien, le tout première version. Je crois que la première version, c'est Jeux et Stratégie, peut-être voilà. Même Méga 2. D'après le GROG, c'est même Méga 2. Et Méga 3,
va être sous la couverture entre donc guillemets. Lui, par contre, c'est un hors-série. Voilà, je l'ai toujours. Casubetti. Il traîne dans mon coin. Et alors, pourquoi Méga 3 m'intéresse? C'est parce que Méga 3 va présenter l'un des gros défauts que l'on va très souvent rencontrer dans les jeux de science-fiction. C'est que les jeux de science-fiction, ça parle de science et de technologie. C'est donc exigeant. Et il faut donc des systèmes de règles exigeants. Et là, c'est là où on va se retrouver avec des problématiques, moi qui m'ont toujours un peu renfreigné. Tous les gens qui ont joué à Shadowrun connaissent les suppléments d'équipement, connaissent les suppléments de cybertechnologie, de Le fameux biotechnologie, gun d'armes. porn, Voilà, le gun porn. technoporn. Voilà, bah là, ça va être du technoporn, où on va te dire, oui, grâce à tel cybermembre, tu vas gagner un tel bonus qui va, etc. Et en fait, très souvent, l'approche du jeu de rôle, l'approche de la science-fiction, va être une approche qui va être purement technique, et qui pour moi finalement tape à côté de ce qu'est la science-fiction, de ce qu'on a discuté avant, à savoir que en fait la science-fiction elle a pour but un peu de nous interroger sur euh, bah, l'importance, l'impact que va avoir une science, une découverte scientifique dans notre quotidien. Et ça, c'est pour moi l'un des écueils que l'on retrouve très souvent. Alors, il y en a certains qui vont, ça va être un des écueils que l'on va avoir dans pas mal de jeux de science-fiction. Je pense à toi, notamment Polaris, hein, on en reparlera plus tard. Moi, je pense aussi à un autre jeu, puisqu'on en parlait, je vous renvoie quand on parlait des livres dont vous êtes le héros. Je pense à ce jeu qui est du pur tech porn et qui n'a strictement aucun intérêt à être joué, qui est un jeu français, Cocorico, purement français, un des rares jeux de SF que j'ai lu, auquel je n'ai bien entendu jamais joué, et qui a été édité par Robert Laffont. Sous le format Robert Laffont, donc on était vraiment avec vraiment le livre, hein, le pur livre que vous pouvez mettre dans votre bibliothèque, et qui s'appelait Empire Galactique, et qui avait été fait par un monsieur qui s'appelle François-Xavier Nédélec. Et ça, d'après le GROG, c'est sorti en 84. Et ça synthétise exactement ce que tu disais, c'est-à-dire des descriptions de vaisseaux tout à fait agréables, un univers où on se balade de planète en planète, de monde en monde, avec tout un empire galactique, hein, c'est dans le nom, un empire galactique à la Asimov, etc., où vous rencontrez des créatures plus merveilleuses les unes que les autres, et qui n'a strictement aucun intérêt, aucun. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'avait marqué quand je l'avais obtenu, ce livre, et parce que j'étais déjà adulte quand je l'ai lu, et c'était vraiment genre, ouais, ok, j'en fais quoi de ce truc, quoi? Et non, j'y ai jamais joué. Parce que... Et c'est en fait ce qui est bien avec cette référence, c'est que du coup ça aborde un autre aspect de la science-fiction, qui est la question du dépaysement. En fait, on veut découvrir de nouvelles planètes, hein, finalement c'est ce que vend Travelers, hein, derrière cette couche de hard science, qui va être de dire, tiens, en fait vous êtes dans un monde vraiment voilà le futur avec un F majuscule. Venez découvrir Jupiter et ses planètes gazeuses. Le côté très Flash Gordon, finalement, ça, et qui, du coup là le problème c'est tu as le côté fiction qui est très clairement là. Mais pareil, le côté science, subitement, passe un peu à la trappe, parce que là, l'objectif, c'est le dépaysement. Ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais. Et là, pour moi, il y a un jeu qui, pour lequel j'ai énormément de tendresse là-dedans, c'est Fading Suns. Et on en reparlera plus tard. Mais il y a des tas d'autres jeux de rôle qui ont capitalisé là-dessus, c'est-à-dire soyez des explorateurs, venez dans un monde un peu dépaysant, c'est-à-dire qui n'obéit pas aux règles auxquelles finalement vous êtes habitués, parce que on a introduit une technologie qui fait que, etc. Dans ce sens-là, je pense notamment à Blue Planet. Donc Blue Planet, qui est l'histoire en fait d'une colonisation ratée d'une planète, ou avec des colons qui se retrouvent sur une planète complètement bleue, océanique, et qui renoue contact avec la Terre bien plus tard. Donc vous êtes sur cette planète-là, et vous êtes confronté à toutes ces problématiques-là. Mais en fait, l'aspect scientifique est pas primordial, c'est l'aspect humain qui est primordial, c'est l'aspect voilà comment je me débrouille dans ce cadre que je ne contrôle pas vraiment. Et on s'écarte en fait ici effectivement de l'aspect pure science pour rentrer plutôt dans l'aspect vraiment fiction humaine, etc. Ce qui est le cas, je pense, de l'ensemble, finalement, quand on y réfléchit, c'est l'ensemble de la science-fiction écrite, littéraire, ou filmée d'ailleurs. C'est souvent ça, c'est-à-dire qu'à part, comme tu disais, dans les cas de hard science,
c'est quand même assez rare que le capitaine Kirk te décrive le circuit complet que doit faire le positronneur nucléotique, je sais pas quoi, pour envoyer son vaisseau en hyperespace. C'est j'appuie sur un bouton, Spooky, vas-y pour l'hyperespace, et puis on est parti. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pour moi l'une des grosses différences que tu vas avoir dans Star Trek et Star Wars. C'est-à-dire que Star Wars, t'as vraiment ça. C'est-à-dire, il y a de la science, et puis bon, voilà, la science, elle est là, et puis on s'en fiche, elle fonctionne. Voilà, très bien. La main robotique de Luke Skywalker, par exemple, hein, le gars, il se fait greffer. Personne ne se pose de questions. Personne se pose de questions, voilà. Tout au plus, on t'explique un peu vaguement comment fonctionnent les sabres laser. Ce qui est intéressant dans Star Trek, c'est que, oui, effectivement, mais tu as quand même les prémices de ça, c'est-à-dire que tu vas avoir pas mal d'épisodes qui vont tourner autour d'un problème mécanique, autour d'un problème technique, autour de ça. Alors, la réponse est très souvent magique, ou peu importe. Enfin, le nombre d'épisodes Star Trek où on te dit « Ah là là, on ne peut pas se téléporter parce qu'il y a des perturbations électromagnétiques au-dessus de la planète et subitement ça ne fonctionne plus ». En fait, tu as un discours scientifique qui est par contre complètement absent de Star Wars. T'as pas du tout de quasiment. discours. Voilà, t'as quasiment pas. Et Star Trek, lui, là, et ce qui permet, en fait, finalement, dans un jeu de rôle Star Trek, de dire, bah, en fait, on pourrait tout à fait faire de la hard science dans Star Trek. Il y a rien qui l'en empêche, puisque ça fait partie du postulat du jeu. Et que tu ne vas pas retrouver, par contre, dans d'autres, comme par exemple Star Trek, Stargate, enfin, tous les stars qui vont se retrouver à côté. Et le problème de ça, je trouve, c'est que par rapport à cette science-fiction justement au sens large, et par rapport à ce que va proposer, eh ben justement, tu parlais de Stargate, mais ce que va proposer Traveller, ce que vont proposer Fading Sun, ce que vont proposer des jeux comme ça, Empire Galactique et d'autres, c'est effectivement du dépaysement. Je parle pour les joueurs, hein, attention, hein, je parle pas en film, hein, pour les joueurs. C'est effectivement du dépaysement, mais ça va leur demander à chaque fois une reproduction de ce qu'ils ont déjà connu ou lu. Bah, il faut garder une certaine familiarité. Et en ce sens-là, justement, Faddington est intéressant. Parce que dans le cadre de... Donc Faddington, pour petite présentation, c'est un jeu de rôle qui a été fait par un ancien... il est maintenant à nouveau chez White Wolf, Bill Wright. Bill Wright, c'est un homme frustré. Il voulait faire le jeu de rôle Dune et on lui a pas donné les droits. Donc il s'est dit, flûte, je vais créer mon propre univers. Mais il a l'intelligence de ne pas vouloir faire que du Dune, suffisamment pour dire nananana, à un peu de choses près. Donc voilà, on va passer sur la maison des Décados, hein, je te laisse imaginer à qui ça fait référence, hein, quelqu'un non pareil. Voilà, oui, évidemment. Mais l'une des forces, par exemple, de Faddington, c'est la question de la religion et de la place de la religion dans un monde, justement, de science-fiction. Et ça, c'est une bonne question, accessoirement, puisque ça a été vraiment une des grosses confrontations du 19e siècle entre la science et la religion, le positivisme, etc. Et lui, il imagine un monde où la religion se serait imposée dans le futur sur la science, mais qui doit quand même gérer des problématiques futuristes, c'est-à-dire un empire basé sur plusieurs planètes. Comment tu le gères si tu n'as pas des vaisseaux spatiaux, quoi? Donc, il va essayer de poser cette question et il crée un univers autour de ça, dans lequel les joueurs vont devoir évoluer. Et ils vont toujours être confrontés. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup Faddington, parce que les joueurs sont dans un monde de science-fiction, donc ils vont vouloir apporter des réponses, entre guillemets, je mets des gros guillemets, scientifiques à tous leurs problèmes, mais ils sont confrontés à un cadre religieux qui est hyper contraignant et avec lequel ils vont devoir jouer, entre guillemets. Et Faddington le fait je trouve le fait très très bien. Il a l'énorme avantage en plus d'avoir été correctement écrit. Il a juste un petit défaut, c'est que Bill Wright, en fait, le jeu n'a pas très bien fonctionné, dans le sens, comme beaucoup de jeux de rôle, en fait, ils n'ont jamais fait vraiment de pognon dessus. Et à un moment donné, White Wolf a recontacté Bill Wright en disant écoute gars, là on est en train de clôturer notre monde, est-ce que tu pourrais revenir? Et le gars est parti, sans mettre de point final à l'univers. Et l'univers de Faddington, comme son nom l'indique, repose sur un problème, les étoiles se meurent. Déjà rien que ça, quand tu dis les étoiles se meurent, ça évoque énormément de choses. Et là où c'est extrêmement frustrant, c'est qu'il y avait une campagne qui était sortie, et le 3e tome n'est jamais sorti. Et cette campagne devait apporter des éléments de réponse. Alors c'est à la fois frustrant et en même temps c'est super parce que cette énigme est laissée aux joueurs. Donc finalement maintenant débrouillez-vous, voilà, faites ce que vous voulez. Mais tu voyais que ça allait dans une direction et elle est toujours pas là la réponse. Mais moi ce qui m'étonne un peu, justement quand tu parles de Faddington ou de Faddingtons ou de choses comme ça, de cette SF très finalement très lointaine de nous, Travelers, etc.
c'est que j'ai pas l'impression, alors peut-être tu me corrigeras si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que c'est une SF qui sorte de sa niche. Je parle en jeu de rôle toujours, hein, pas du tout en film. Hein. En jeu de rôle, j'ai l'impression que c'est presque l'inverse. Pour moi, les jeux de rôle de science-fiction qui ont fonctionné, c'est plutôt cyberpunk, un peu, beaucoup évidemment Shadowrun, et où justement on n'est pas si loin dans le futur. On est dans des choses qu'on peut appréhender, c'est-à-dire comme s'il y avait contrairement au cinéma où on vous vend, comme tu disais, avec Le Trou Noir, mais avec tous ces films de science-fiction, Star Wars, Star Trek, on te vend des mondes extraordinaires. Et j'ai l'impression que ça n'accroche pas en jeu de rôle. J'ai l'impression que les gens dans le jeu de rôle ont un peu de mal avec je parle du public, hein, au sens large. Dans le cas de Cyberpunk, faut bien avoir en tête que ce qui a été principalement vendu, pour moi, c'est une esthétique. C'est-à-dire que c'est le punk, c'est le chrome, on se souvient ça a marché, et parce que en fait les gens étaient séduits par ça. Et il y avait ce côté-là, et puis il faut pas oublier notamment, pour moi l'important aussi dans le cyberpunk, c'est le punk. Hein, c'est le côté nos futurs, très trash, etc. Et à nouveau, c'est pas la science-fiction qu'on vendait, c'était ça. De même dans Shadowrun, ce qui est très intéressant dans Shadowrun, c'est qu'on vous vend pas entre guillemets de la science-fiction, on va vous vendre un univers dans lequel on a mis des elfes, des orques, etc. Et on va vous vendre les conflits raciaux, alors qu'ils parlent beaucoup plus aux États-Unis. C'est pour ça que ça a fonctionné très très vite aux États-Unis, parce qu'en plus il est sorti dans les années fin des années 80-90 et c'était très turbulent à ce moment, ça l'est toujours d'ailleurs, sur ces questions-là. Et subitement, quand on vous dit, bah voilà, il y a de la ségrégation raciale contre les orques, ça parle. Et le côté cyberpunk, alors tu as du tech porn, hein, très clairement, mais c'est pas l'enjeu. En fait, c'est un des enjeux de l'univers de Shadowrun, ce n'est clairement pas le seul. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on reste finalement un peu dans les mêmes logiques. Tu vas jouer un personnage, au lieu d'avoir une épée magique, tu vas avoir un cyberbras magique, hein, voilà. Poser les termes comme ça. Dans le cas de Shadowrun, en l'occurrence, tu as de la magie, donc voilà. Mais on pourrait, combien d'univers de science-fiction ont remplacé magie par pouvoir psionique, hein, tout simplement. Hein. Donc, par contre, il y a un jeu de rôle qui lui va le faire, et c'est Eclipse Phase. Parce que Eclipse Phase, alors le pitch de départ, hein, la Terre a été ravagée par les intelligences artificielles. Voilà, hein. Donc ravagées. Et les intelligences artificielles ont disparu du jour au lendemain. C'est une des inconnues de l'univers. Hein, subitement, elles sont parties. On sait qu'elles sont parties. En plus, on sait voilà, qu'est-ce qu'elles ont fait plus ou moins. Mais la Terre est ravagée, elle est inhabitable. La seule humanité qui a survécu, c'était celle qui avait commencé à coloniser l'espace. Donc il y a plus grand monde. Il reste plus que 400 millions d'humains. Et bon, pour l'instant, je reviens à ce que je disais, on est dans une esthétique, on pose un point de départ, avec des questions qui vont être quand même des questions de l'ordre de la science-fiction, c'est-à-dire est-ce que c'est vivable d'habiter dans des colonies dans l'espace, comment on peut faire pour avoir de l'eau, de la nourriture, ce genre de choses. Mais par contre, il y a un pitch qui est intéressant, c'est que dans Eclipse Phase, l'humanité a découvert un moyen de transférer son corps. C'est, pour ceux qui connaissent... il y a une série sur Netflix qui est sortie là-dessus, qui est elle-même l'adaptation d'un bouquin. Altered Carbon. Ouais, Altered Carbon. C'est ça, c'est exactement le pitch. Et là, subitement, tu casses un système, parce que s'il y a un truc qui est bien ancré dans le jeu de rôle, c'est que ton personnage est mortel. Tu joues ton personnage, c'est ton personnage. Là, pas du tout. Il a une sauvegarde. Et il y a tout le rapport au corps qui change, c'est-à-dire que je peux changer de corps. Et tu vas avoir derrière ça pas mal d'interrogations, et donc il y a 2 jeux de rôle qui le font. Alors j'ai parlé de Eclipse Phase parce que c'est le plus récent, et c'est celui, je pense, auquel les joueurs seront plus familiers en France, parce qu'en plus il y a une petite campagne de communication là-dessus. Et il y a Transhuman Space. Et Alors celui-là, je connais pas du tout. Alors Transhuman Space, il est extrêmement intéressant. Alors, peu connu en France parce que c'est un de ces univers GURPS. Donc on va pas parler des règles parce que c'est GURPS et c'est complètement imbuvable. Enfin GURPS pour moi a le défaut de favoriser l'optimisation des personnages. Et donc voilà, bon, passons. Mais par contre Transhuman Space, il part d'un pitch qui est assez intéressant. Il va dire la technologie a pour but d'affranchir l'homme de l'homme. C'est-à-dire de nous affranchir de toutes nos contraintes biologiques, naturelles, etc. Et c'est souvent d'ailleurs
la question qu'a posé les premiers récits entre guillemets de science-fiction, qui se heurtaient très souvent à des problèmes de morale. C'est-à-dire Frankenstein, le Prométhée, pas pour rien, c'est le Prométhée moderne, le sous-titre c'est ça, Prométhée moderne, le sous-titre de Frankenstein, qui est plus une interrogation morale, c'est pas parce que nous pouvons le faire que nous devons le faire, que repose très bien Fanningson. Et dans le cas de Transhuman Space, le pitch va être différent, il va dire, non, ça a fonctionné, on a réussi à surmonter une grosse partie, on a réussi à surmonter une partie des problèmes liés au réchauffement climatique, à l'alimentation, etc., etc. Mais du coup, ça a créé de nouveaux problèmes. Et là, on est vraiment dans la science-fiction, c'est-à-dire qu'on va s'affranchir complètement des trucs classiques du style tiens mon personnage est 0 point de vie, je transfère ta conscience dans un nouveau corps, ou voilà, c'est plus un problème, mais par contre on a fait un double de ton personnage et c'est lui que tu vas affronter. Voilà, c'est le principe du doppelganger, où tu vas avoir des questions. Alors il y a tout un volant politique dans Transhuman Space, l'univers, il y a vraiment tout un axe politique, c'est comment la politique va utiliser ces nouvelles technologies. Et t'as des trucs qui sont Transhuman Space a été écrit dans les années 90. Là, on parle d'anticipation. Transhuman Space, même s'il a une approche optimiste de la technologie, a une approche, mais alors monstrueuse, de la politique, avec toutes les errances que cela peut apporter, à la fois dans des dictatures qui vont profiter pour asservir, élever vraiment élever les gamins. Je crois qu'il y a une des sociétés où dès ton enfance, tu vas avoir une intelligence artificielle qui va t'être collée et qui s'appelle une muse et qui va t'élever, mais vraiment dans le côté hyper intrusif, quoi. Et tu dis, quand tu regardes certains délires qu'on nous vend avec l'IA aujourd'hui, on n'y est pas, bien sûr, mais on s'y dirige. Non, c'est bien vu, quoi. Voilà, c'est très bien vu. Et Transhuman Space, justement, voilà, l'intérêt de Transhuman Space, si vous voulez vraiment un cadre de science-fiction. Alors, j'ai eu l'occasion de faire quelques parties. Là, pour le coup, c'est au meneur de vraiment se poser des questions. Et justement, là, il va pouvoir se jouer au détriment des joueurs, presque. Parce que il va vraiment les sortir de cette zone de confort en leur proposant des choses vraiment folles, quoi. Mais justement, je trouve ça intéressant parce que là, dans ce que tu décris, on atteint vraiment ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'est-ce que doit, alors quand je dis doit être, on est d'accord avec plein de guillemets, bien entendu, qu'est-ce que doit être la science-fiction, c'est-à-dire une interrogation aussi sur ces questions éthiques, ces questions morales, appelez ça comme vous voulez, et qu'on n'avait pas du tout quand tu voyages de monde en monde pour regarder. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord, et c'est pour ça que j'avais mis un petit bémol. Tu l'as dans Star Trek. Et tu l'as dans Star Trek, oui. Tu l'as dans Star Trek parce que tu as toujours cette c'est un truc sur lequel ils ont beaucoup joué, qui alors je sais plus, c'est la directive prime ou un truc comme ça, où dans lequel ils tombent sur un monde, tu vois des gens qui sont en train de crever de faim, toi tu as des machins qui génèrent de la bouffe à volonté. Mais est-ce que tu dois le faire, quoi? Est-ce que tu dois le faire? Et c'est pour ça que j'aimais bien Star Trek, pour moi, pose quand même un peu plus cette question-là. Tout à fait. Star Trek a une vraie question éthique, comme Doctor Who d'ailleurs. Comme Doctor Who, mais Doctor Who le pose vraiment à l'échelle de l'individu, alors que Star Trek le pose beaucoup plus à l'échelle de la société. Le problème de Star Trek, c'est une esthétique qui est ce qu'elle est, les bonhommes en pyjama et compagnie. Il y a aussi une approche qui est très Amérique providentielle. Même si derrière tu as les questions. En fait, ce qui est intéressant dans Star Trek, c'est l'Amérique providentielle confrontée au Vietnam. C'est pas pour rien qu'il a été écrit à cette période-là. Et finalement, est-ce que ce modèle américain peut être exportable? Est-ce que la démocratie est exportable? L'échec du Vietnam qui va inspirer finalement cette directive prime derrière, mais qui pose néanmoins des questions. Et dans Transhuman Space, en fait, ça tu le vois très bien aux deux échelles, c'est-à-dire l'échelle de la société, l'échelle de l'individu. Et tu peux vraiment jouer là-dessus avec, par exemple, il y a T'as un supplément sur Transhuman Space qui présente en fait les échecs de cette évolution, et notamment sur le traitement des animaux. On a tellement effacé la frontière entre l'humain et l'animal qu'aujourd'hui, dans le monde de Transhuman Space, les animaux peuvent être tout à fait sont tout aussi intelligents que les êtres humains. Et du coup, ça pose des tas de questions sur le rapport à l'animal, subitement tu te retrouves à devoir négocier avec un poulpe sur ses conditions de trucs, etc. Enfin voilà, tu peux complètement désarçonner le joueur. Et ça, tu as pour moi deux jeux de rôle qui le font donc très bien. T'as Transhuman Space et Eclipse Phase. Eclipse Phase, lui, c'est une approche radicalement différente, c'est l'horreur. Et t'as vraiment là, on
reviens sur notre précédent podcast, si vous ne l'avez pas écouté, sur Fantastique, parce que justement... Écoutez-le, voilà. Parce que justement, Eclipse Phase joue là-dessus. C'est-à-dire, c'est une science qui a échappé à tout contrôle. Les intelligences artificielles sont incompréhensibles. En fait, l'approche de Eclipse Phase des intelligences artificielles, les intelligences artificielles sont devenues des grands anciens. C'est-à-dire, voilà, on a créé Nyarlathotep, on a créé notre propre Nyarlathotep, on a créé notre propre Yog-Sothoth, et ils se sont lâchés sur l'humanité. Alors notamment, je crois que c'est sur Mercure où à un moment donné, ils ont l'intelligence artificielle a fusionné les corps des êtres humains pour créer une sorte de monstruosité, et on ne sait pas pourquoi. Et le problème, c'est qu'elle vit toujours. Et voilà, et tu te retrouves là-dedans. Enfin, les joueurs débarquent, découvrent ça. Enfin, c'est absolument abominable. En fait, donc c'est de la science-fiction horrifique. C'est de la science-fiction horrifique. Et d'ailleurs, je crois que c'est exactement ce que vend la couverture, hein, puisque vous avez Eclipse Phase et le sous-titre, un jeu de rôle de transhumanité, d'horreur et de conspiration. Voilà. Donc c'est vendu comme tel. Et Transhuman Space, lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le monde a l'air super sympa. Y a un truc qui m'avait fait toujours beaucoup marrer dans Transhuman Space, donc ça se passe en 2100. On a réglé le conflit israélo-palestinien, mais par contre la France a toujours des problèmes avec la Corse. Voilà, ça m'avait fait. Tu disais la description de la France. C'est français, non? Non, c'est pas été écrit du tout par des Français. Les gars, en plus, c'est, tu vois, à côté les Basques ont obtenu leur indépendance, mais non, la Corse continue. Voilà. Je sais pas pourquoi ils se sont focalisés là-dessus, mais passons. Peut-être qu'au moment où ils ont écrit, il y avait eu des attentats, ou c'était au moment de l'assassinat du préfet Erignac, ils se sont dit oulala, c'est terrible. Mais par contre, effectivement, ils ont réussi autour de ça à dire, bah voyez, les problèmes du quotidien, les problèmes que vous pouvez avoir dans n'importe quel autre jeu de rôle, ici, ben, c'est pas ça. Par contre, on va vous pointer tous les problèmes que vous pouvez avoir maintenant dans cet univers-là. Alors, par exemple, voilà, et t'as un truc, on parlait de politique, il y a tout un chapitre sur la propriété intellectuelle. C'est quoi l'originalité dans un monde où tout peut être copié? Et du coup... Ah oui, et oui. T'as un scénario de médiéval fantastique qui est assez classique. On a volé quelque chose au roi. Mais là, tu vas voler, ça a pas de sens. Le gars, mon enfant a été kidnappé, je peux le cloner, quoi. Je vais dire, ou voilà. De toute façon, les gars, ils ont même pire que ça. Ils ont cloné mon gamin. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Et t'as un scénario qui est extraordinaire où tu as une star qui s'est fait enlever. Son esprit a été copié des milliers de fois et elle se retrouve en fait, t'as des tas de copies d'elle qui se trouvent à droite et à gauche. Qui est l'original? Qui est l'artiste? Et il pose en plus, le scénario pose la question, dans toutes ces copies, qui va être l'artiste? Est-ce que c'est celle qui va réussir à exprimer sa souffrance de n'être qu'une copie, etc. Est-ce que c'est celle qui est d'origine? Et t'as vraiment tout un questionnement. Alors par contre, du coup, on en revient à la question du jeu de rôle. Autant les joueurs, ben là-dedans, ils vont être confrontés à ça, et là, pour le coup, tu peux vraiment les lâcher à la confrontation. Autant le meneur de jeu, on en avait parlé aussi, il a intérêt à maîtriser son sujet. Moi, c'était la limite que je poserais vraiment à Eclipse Phase et Transhuman Space, c'est que, et d'ailleurs pour tous les univers de science-fiction, vous avez intérêt quand même à savoir ce que vous voulez dire, à savoir quelles sont les embûches, quels sont les défis que vous allez poser aux joueurs et en même temps ne pas contraindre les joueurs, parce que s'il y a bien un truc dans la science-fiction qui pose problème, c'est le Deus Ex Machina. Voilà, qu'on retrouve très souvent dans Star Trek par exemple, hein. Ah mince, le Captain Kirk qui va pas pouvoir s'en sortir et hop, l'intelligence supra-humaine arrive et puis parce que il y a que ça qui peut sauver le récit au final, surgit et sauve tout le monde. Eclipse Phase, ils disent bah tuez-les tous. Ils sont pas. De toute façon, vous pouvez. Et en fait, non. Tuez-les tous parce que de toute façon, ils ont une sauvegarde. Oui. Et tu vois comment ça casse complètement. Et là, t'as cassé un peu le train-train du. Ça, tu l'as un peu dans Donjons Dragons avec le sort de résurrection, mais le sort de résurrection, c'est du très haut niveau, c'est de machin. Les joueurs de base n'y ont pas accès. Il coûte cher. Tandis que là, c'est une technologie quotidienne. Donc tout ce que tu vas perdre, c'est ton expérience accumulée. Alors ça, c'est le truc amusant au niveau des règles, c'est-à-dire que tu dois mettre ton expérience à part. Si tu meurs, bah, cette expérience que tu as accumulée, elle disparaît. Par contre, si tu arrives à la sauvegarder, bah, tu vas pouvoir tu la conserves de partie en partie. Et c'était quelque chose que tu vas avoir. Alors, t'as un autre jeu de rôle pour les plus anciens qui va parler, qui le fait, mais alors lui sur le ton de l'humour, qui est Paranoia. Oui, bien sûr, évidemment. Jeu de science-fiction aussi.
Et étonnamment. vraiment de science-fiction, là pour le coup on est vraiment Et dans la pourtant science-fiction. aussi de post-apo. Et ça, c'est incroyable. Alors du post-apo, mais là pour le coup, je pense que le post-apo c'est plus pour jouer sur le dépaysement justement, pour face à des clones qui comprennent rien à rien. Mais dans le monde de Paranoia, ce que tu vas avoir, c'est un peu le discours. On parlait d'anticipation, là c'est l'anticipation orwellienne. Donc George Orwell, 1984. Alors il y a deux autres. Poussé à son paroxysme. En fait, il y a deux auteurs que j'aime bien dans ce sens-là, c'est George Orwell et Aldous Huxley. George Orwell pose la question de comment on peut contrôler une société par la haine, donc 1984, et dans Aldous Huxley, le meilleur des mondes, c'est comment on peut contrôler la société en offrant aux gens tout ce dont ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, par la satisfaction des besoins. Et le Paranoia joue beaucoup là-dessus. Il joue en fait sur ces deux leviers-là. La haine du monde extérieur, la paranoïa constante, il y a des traîtres partout, l'univers de la guerre froide, et en même temps une technologie qui vous offre tout ce dont vous avez besoin, puisque vous êtes des clones, la nourriture est produite par des synthétiseurs, l'ordinateur est votre ami pour vous à tous vos besoins. Et comment, voilà, et là-dedans en fait la rencontre de ces deux antagonismes, c'est-à-dire la satisfaction de vos besoins et ce monde hyper paranoïaque, va créer des situations très loufoques, très drôles. De toute façon, là où c'est loufoque, et c'est pour ça, je pense aussi que Paranoia a cette presse, a cette bonne presse, entre guillemets, même si ça reste un jeu de niche, c'est que justement, le jeu s'appelle Paranoia, tout le monde est en train de se méfier de tout le monde, et le jeu vous explique dès le début que c'est à raison, en fait. Tous sont des traîtres. Voilà, tout le monde est un traître, en fait. parce que dans cette société, en fait, qui est dystopique, tout le monde veut la changer, cette société, mais personne n'est d'accord sur le quoi. Donc tu vas avoir des communistes, tu vas avoir des écolos, tu vas avoir des ultra-capitalistes, etc. Et comme disait l'un des meneurs de jeu, aucun scénario de Paranoia ne dépasse les deux premières pages, parce qu'à la fin, les gens s'entretuent. Alors c'est là où on va se dire, du coup on n'est pas dans la réflexion de la science-fiction, mais c'est quand même pour moi un très bon récit de science-fiction. Et ça reste parce que tu as cette réflexion méta, c'est-à-dire que sur le moment quand tu y joues, effectivement, c'est complètement débile de A à Z, et voilà. Sauf que tu poses ton bouquin, tu arrêtes ton jeu et tu te dis, ah, quand même, parce que cette paranoïa, comme tu disais, en plus, c'est du pur macartisme. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Il y a un trac. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est tu ne peux pas comprendre Cyberpunk si tu ne comprends pas Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Et au même titre, tu ne peux pas comprendre Paranoia c'est pas que tu peux pas comprendre le Cyberpunk, mais le punk du cyber, voilà, il naît à cette époque, et c'est pas un hasard, hein, des villes, je veux dire, regardez un reportage sur Glasgow dans les années 70, vous avez votre ville cyberpunk. Voilà, vous l'avez, hein, vous retirez juste le côté cyber, mais elle est là, votre ville punk, hein, c'était un taux d'homicide délirant. Et effectivement, Paranoia, il faut se rendre compte le sentiment, l'angoisse dans lequel vivaient les gens au moment de forte intensité de la guerre froide, la crise des missiles cubains, les années 70 avec la crise du pétrole, etc. Il y a, je crois, je sais plus, j'avais vu les statistiques, le nombre de morts par an en Angleterre dans les années 70, c'était délirant. Ils avaient un attentat type Bataclan tous les ans. Tous les ans. En plus, oui, avec l'Irlande et tout. Ouais, c'était monstrueux, hein, comme période. Et du coup, effectivement, le cyberpunk, il naît là-dedans. Et ça va. On en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que les jeux de rôle de science-fiction, très souvent, ont un public qui reste accroché à ça. C'est pour ça que Faddington n'arrête pas d'être réédité, parce que le public de Faddington veut qu'il y ait réédité, mais très souvent il a du mal à attirer un nouveau public. Très souvent le nouveau public va créer son jeu de science-fiction à lui, parce que ça renvoie à à ses interrogations. Ça renvoie à son époque, et c'est pour ça, je pense que le jeu de rôle de science-fiction, contrairement à d'autres jeux de rôle, je prends par exemple le jeu de rôle d'Heroic Fantasy de base. Tu peux jouer avec quelqu'un qui a 60 ans, jouer avec quelqu'un qui a 20 ans, jouer avec 30, 15, je ne sais pas. Tous les âges peuvent se retrouver autour de la table. On va jouer dans un univers d'Heroic Fantasy. On va être le paladin, le guerrier, le voleur, l'elfe, ce que vous voulez. Dans un univers de science-fiction, vos interrogations, puisque c'est un reflet, la science-fiction étant un miroir déformant de notre quotidien à nous, mais de ce que nous portons dans ce quotidien,
ce miroir, évidemment, n'est pas le même et tu n'as pas les mêmes réflexions sur la vie, la mort, sur le téléchargement dont tu parlais, le téléchargement des âmes. Évidemment, tu ne le ressens pas pareil quand tu as 20 ans et que tu as toute la vie devant toi, et quand tu en as 60 ou 50 et que tu te dis « Ah putain, il y a déjà la moitié qui est passée. » Et forcément, tu vas pas avoir le même rapport. Tu vas pas avoir, parce que tu n'as pas vécu les mêmes choses, évidemment, d'un point de vue quotidien, je veux dire, quand on a 20 ans, c'est quand même assez rare qu'on ait vu plein de gens autour de soi mourir, etc. Plus on avance en âge, plus ça arrive. Enfin, chez nous et à notre époque, non. Bon, ailleurs, chez nous et à notre époque, je parle de maintenant. Et forcément, et puis plus tu avances en âge, et tu perds des gens autour de toi, donc tu n'as pas le même rapport, et tu ne vas pas du coup avoir le même rapport avec les thèmes qui vont être abordés par la science-fiction. Donc ça va être très compliqué de faire dialoguer autour d'une table quelqu'un qui a 20 ans et qui veut faire de l'exploration spatiale et tirer sur des aliens en faisant piou-piou, et un autre qui va être plus âgé et qui, lui, se sent extrêmement happé par le récit parce que ça parle justement du téléchargement, de la vie, de la survie après la mort, etc., de qu'est-ce qui se passe, par exemple. Il y a une exception à ça, et en fait, bon, j'ai envie de dire une exception, je vais prendre de gros bémols, mais c'est parce qu'on a un peu un phénomène qui est très proche de ce que Donjons et Dragons réussit à faire, c'est-à-dire imposer un standard, qui est Warhammer 40 000. Absolument. Warhammer 40 000, c'est pas de la SF. C'est pas de la SF, et parce qu'en fait, il y a pas d'un... Enfin, tu as le dépaysement du futur, tu as, etc., etc., tu as 2 ou 3 réflexions scientifiques, mais qui sont juste là pour répondre à des incohérences de récit, parce qu'on voilà, on va dire bah tiens, mais c'est ce qu'on appelle de la science magie, hein, on est dans ce discours-là. C'est de la fantaisie avec des vaisseaux, quoi. Mais par contre, voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, la science-fiction va réussir à rassembler toutes les générations, puisqu'il n'y a pas d'interrogation particulière là-dessus. Par contre, attention. Le médiéval fantastique fonctionne parce que c'est un standard qui a été imposé d'abord par le système entre guillemets capitaliste, une certaine domination culturelle normée. Par contre, on peut se poser la question, si demain je joue un jeu de rôle médiéval fantastique écrit par des Chinois, écrit par des Africains, écrit par, je sais pas moi, des Japonais, on va quand même tomber sur un autre médiéval fantastique. Alors ça sera le sujet d'un autre podcast, hein, mais d'autant plus que tu t'en rends compte puisque par exemple au Japon, ça je le sais, en Chine je ne sais pas, mais au Japon, Donjons et Dragons ne fonctionne absolument pas. Ce qui fonctionne au Japon, c'est l'appel de Cthulhu. Ils sont ultra fans de l'appel de Cthulhu. Dans les jeux, dans les magasins de jeux de rôle japonais, tu rentres, tu as des étalages monstrueux de l'appel de Cthulhu et tu as 3 pauvres bouquins de Donjons et Dragons pour tout un tas de raisons. Le point, c'est que pour moi, l'une des raisons, c'est surtout que le Donjons et Dragons, par contre, a très rapidement basculé dans le jeu vidéo au Japon. Puisque tu vas avoir et en fait ils l'ont Donjons et Dragons, mais ça s'appelle Wizardry, ça s'appelle c'est toutes les adaptations. Ils aiment leur propre ils aiment bien leur propre Donjons et Dragons à eux, c'est-à-dire ce que les Dragon Quest, comme tu disais, le jeu de rôle japonais parce un peu que spécifique, quoi. Tu vois par exemple des succès, si on parle du jeu vidéo, les succès des jeux From Software qui empruntent énormément, enfin même pas qui empruntent, qui reprend l'esthétique, j'insiste, hein, là on parle d'esthétique, l'esthétique romantique occidentale, avec une approche, je dirais presque cinématographique, par contre vraiment japonaise, hein, c'est le rapport de l'individu face à son destin, ce genre de choses, mais qui est complètement inscrit dans une esthétique occidentale. Oui, mais tu remarqueras que les jeux From Software, bon là on s'éloigne un peu, mais c'est pas grave, ça, on retombe de toute façon sur la science-fiction, mais les jeux From Software s'inspirent beaucoup plus, à mon avis, d'un fatum, puisque c'est que ça, hein, finalement, c'est que cette espèce de destin lourd où ton personnage ne peut pas en échapper, qui là renvoie plus au fantastique que à l'heroic fantasy où le personnage va échapper à son destin. Conan, voilà. Et c'est pour ça que la science-fiction, en fait, qui est intéressant, c'est que la science-fiction, elle ne renvoie pas forcément à une question d'esthétique, et c'est pour ça que tu as des tas d'esthétiques différentes dans la science-fiction, mais à des interrogations. Et les interrogations,
tout le monde se pose ces interrogations, tout le monde n'a pas les mêmes réponses, mais tout le monde se pose ces questions-là. Donc c'est pour ça, ça va plus être une question de génération. Et au niveau du jeu de rôle, tu vois très clair. En fait, ce qui est amusant, c'est quand tu lis des bouquins de jeux de rôle, tu peux presque dire ce bouquin a été écrit à cette époque. C'est ça, mais c'est ça, exactement. Ce que tu n'as pas forcément quand tu lis de l'heroic fantasy, enfin, quand tu lis un livre de jeu de rôle d'heroic fantasy, bon, ma foi, ça peut être écrit maintenant, en 90, en 2010, il n'y a pas une grosse différence, quoi. Alors, c'est là où je vais ouvrir un tout petit encart qui va être la science-fiction en France, parce que on a abordé, on est passé un peu rapidement, et puis le vieux trope de dire ah oui, la science-fiction en France, ça fonctionne pas, ce qui est pas vrai. On a eu beaucoup de jeux de rôle, on a eu beaucoup de jeux de rôle français qui ont eu un succès souvent local. On a mentionné Polaris. Polaris, je l'ai mentionné parce que pour moi, il reflète ce défaut des jeux de science-fiction qui disent parce qu'on est de la science-fiction, il faut qu'on ait des mécaniques et qui, à mon avis, dessert complètement l'univers qui est très intéressant de Polaris. Mais on en a eu d'autres. On a eu Toan, on a eu Shan, qui sont des univers de science-fiction, mais qui ont une approche de la science-fiction qui n'est pas celle de la science à proprement parler, mais on est vraiment plutôt dans des questions de merveilleux de dépaysement, mais avec quand même des petites interrogations. Alors j'essaye de surtout pas confondre ces Shan. Je crois que oui, c'est ça, c'est Shan. C'est une colonisation qui s'est faite de manière très brutale. Alors moi, je dis souvent, les auteurs de Shan devraient intenter un procès à Cameron pour Avatar. Parce que c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est l'humain, on reprend le principe de l'humanité qui vient coloniser. Ça se passe très très mal. Alors sauf que dans Shan, ça va très très loin, c'est-à-dire que vraiment les humains considèrent les extraterrestres comme du bétail. Il y en a même certains qui finissent par bouffer les extraterrestres. Hein. Vraiment, ça va, c'est très très sombre, c'est très très truc, avec un mouvement de résistance. Et là, ce qui est intéressant dans Shan, c'est que les joueurs jouent les résistants, c'est-à-dire qu'ils se battent contre les humains. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une approche qui est très française. J'ai envie de dire souvent, nous, les Anglais font de la science-fiction, c'est-à-dire ils font de la science plus tard, et nous, on fait de la sociologie-fiction. Et on s'intéresse plus sur comment on peut vivre dans le futur. Est-ce que les rapports dominants-dominés existent toujours dans le futur, etc., etc. Donc c'est de la on pose des questions de sociologie. Ça y est aussi dans la science-fiction américaine. Hein. Je pense à Ursula Le Guin, à Ian Banks, etc. Hein. Oui, mais la science-fiction américaine, elle va interroger comment la technologie va fournir les outils à cela. Très souvent. Pas forcément. Voilà. Pas forcément. Chez Ursula Le Guin, pas du tout. Oui, la technologie n'est pas du tout interrogée. Je parle pas en termes d'absolu. Je dis pas tous les auteurs français ne font. Voilà. Non, mais je parle des plus connus. Voilà, c'est pareil aux États-Unis. Je donne un exemple. Je parlais avant de Louise McMaster-Bujold. Elle posait la question comment une invention comme le réplicateur utérin dynamite complètement les relations hommes-femmes. Si les femmes n'ont plus, entre guillemets, le monopole, et même si elles veulent pas, hein, je veux dire, mais si elles n'ont pas le monopole de la reproduction et qu'on a des machines qui permettent de le faire, tout le rapport homme-femme va forcément exploser. Et comment la société va réagir à ça? Et dans l'univers de Louise McMaster-Bujold, tu as la société dans laquelle se passe l'univers qui est une société très rétrograde, qui essaye de résister parce que non, la place de la femme, machin, etc., etc. Et les gars qui disent ouais, mais attendez, le réplicateur utérin, vous enlevez les maladies, vous enlevez les problèmes liés à la grossesse, en plus vous pouvez avoir les enfants quand vous voulez, vous avez juste à décapsuler, vous avez votre gosse. Enfin voilà, tous les avantages qu'apporte la technologie. Et elle interroge vraiment son monde par rapport à ça. C'est l'une des interrogations qu'elle pose et elle le fait très bien. Vraiment. Le Cordelia, alors le premier tome c'est Barayar, non le premier tome c'est, je crois que c'est Cordelia Vorkosigan suivi de Barayar, pose très bien ces questions-là, et notamment de la violence faite aux femmes, et comment la technologie finalement est le meilleur ami de la femme. Hein. Peut-être pas est le meilleur, peut-être le meilleur ami de la femme, et elle interroge là-dessus. Donc tu as tout à fait des auteurs anglo-saxons qui le font, mais c'est vrai qu'en France, on a souvent cette approche de poser plutôt la question, non pas de l'interrogation scientifique, mais de l'impact sociologique et comment ça peut changer ça. Tu as beaucoup de jeux de science-fiction français qui tournent autour de ça. Tu avais fait par Croc Heavy Metal. Oui, bien sûr. Voilà, est-ce que les rapports, alors, il écrit ça dans les années fin des années 80, non, 90. début des années, non, ouais, 90, où tu as vraiment cette question du nord-sud qui se pose et tout heavy metal tourne autour de ça. Finalement, est-ce que le développement technologique va changer les rapports homme-sud? Est-ce que voilà, mais on n'est pas,
la science, à nouveau, n'est pas le fond de la question. Le fond de la question, c'est ce rapport sociologique-là. Et t'as beaucoup de jeux de rôle français qui sont orientés là-dessus. J'avoue, bon, à titre personnel, je suis pas très sensible à ce genre de questionnement, et surtout, j'ai presque envie de dire, c'est le genre de questionnement qui incite à jouer en campagne. Tu peux pas faire un one shot là-dessus. Voilà, tu as par exemple dans Shan, ça va être le but, c'est libérer la planète de la domination humaine, donc tu vas pas faire un one shot dessus, tu vas faire une campagne, et donc forcément ça va inciter à une autre façon de jouer, quoi. Et encore une fois, pour reprendre ce qu'on disait visiblement dans le fantastique, décidément, on s'en sort pas. Ces deux genres, le fantastique et là la science-fiction, c'est deux genres qui demandent, si on ne veut pas faire, on est d'accord, hein, comme on a vu au début de l'exploration, gnangnan, et hop, une nouvelle planète, et hop, un nouveau problème, et on le résout, et on s'en va, et on passe à autre chose. Si on veut faire jouer à de la science-fiction un peu sérieuse, je sais pas comment le dire, sérieuse, j'aime pas ce terme, mais tu vois. En gros, sortir du modèle aventure, c'est-à-dire dire tiens, on va faire une expérience de jeu. Dans le fantastique, cette expérience, ça va être le disruptif. Dans la science-fiction, ça va être l'interrogation, dire est-ce que tiens, je redonnais l'exemple du scénario avec les clones, c'est que là, dans le scénario, on se retrouve en plus avec un problème légal, c'est-à-dire on n'avait pas le droit. Est-ce qu'on va tuer les clones? Et puis, et à qui appartiennent ces clones? C'est ça, pour moi, l'énorme avantage de la science-fiction par rapport au fantastique, parce que le fantastique exige des joueurs qu'ils, voilà, une certaine, on va dire, bon, tu parlais de suspension d'incrédulité, etc. Là, au contraire, c'est presque un avantage de poser à froid devant les joueurs. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que on n'est pas tout le temps confronté à ce problème d'expérience, et est-ce que c'est finalement pas pour ça que ces jeux restent des jeux extrêmement niche? Parce que ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Hein. Alors, fonctionne pas, j'irai pas forcément ça, parce que le contre-preuve, c'est que tu as des sorties encore régulières. Je parle pas de Warhammer. Hein. On parle pas de Warhammer, mais je redonne un exemple, Faddington qui a encore réussi sa résurrection du Phénix. Alors, ceux qui connaissent Faddington souriront parce que le trône impérial, c'est le trône du Phénix, donc le jeu ressuscite d'année en année. Tu as chaque année des nouveaux jeux de rôle de science-fiction. La sortie d'Eclipse Phase, moi je l'ai pas du tout vu venir, ce jeu de rôle. Donc, ça prouve qu'il y a quand même une volonté d'eux. Par contre, ça reste... Voilà, c'est maintenant, moi, c'est là où je vais faire la différence entre est-ce qu'il y a un succès public? Non, parce que par exemple, on parle d'un truc qui est très à la mode en ce moment, c'est les jeux de rôle filmés, donc Actual Play et autres. Est-ce que tu peux m'en citer sur la science-fiction? Non, mais c'était exactement ça. Au mieux, tu as Alien. Tu as t'as pas de succès public. Je pense que ça peut largement se faire, d'autant plus que ça nécessite, contrairement, ils arrivent bien à faire du Cthulhu là-dessus, et je trouve au contraire plus difficile pour moi de faire du Cthulhu là-dessus que avoir un très bon meneur de jeu qui va justement trouver un ressort, un truc sur lequel les joueurs vont gripper, parce que c'est ça le but pour moi de la science-fiction, de dire voilà, vous allez être confronté à ça, et maintenant qu'est-ce que vous faites par rapport à cette problématique qui n'est pas une problématique de notre époque, qui est vraiment une problématique posée par cette science, ce développement-là. Et je pense que ça serait largement faisable. Mais par contre, tu as intérêt à avoir un meneur sacrément solide et des joueurs qui vont vouloir réfléchir et pas simplement faire du pam-pam boum boum. Parce que Warhammer, Faddington, etc. ont un mérite, c'est qu'ils permettent de faire ça. Donc dans le cas de Faddington, d'avoir cette réflexion sur le religieux et la science qui fonctionne très bien, mais tu peux aussi faire du space opéra tout à fait classique avec des chevaliers de l'espace qui vont dans des planètes exotiques, machin, etc. Ça, t'as à boire et à manger, et c'est très bien. C'est pour ça que j'ai une certaine tendresse pour Faddington, c'est que c'est un jeu sur lequel tu peux te replier très facilement, quel que soit ton public. Finalement, il n'a pas le même entre guillemets défaut que tu pourrais avoir dans d'autres jeux où tu vas vraiment dire voilà, c'est très niche. Faddington, il a ce côté médiéval fantastique où on dit ben voilà, finalement faites-vous plaisir. Il pioche tellement partout. Alors Faddington, c'est génial si t'aimes bien. Alors vraiment, tu prends une carte de la science-fiction, tu ouvres Faddington et tu vas dire alors, ça il l'a piqué là, ça il l'a piqué là, ça il l'a piqué là, ça il l'a pris ici. C'est le type se fait plaisir et ça fonctionne parce que c'est quand même relativement bien écrit. Eh bien, nous conseillerons donc Faddington pour les gens qui ont envie de faire de la science-fiction soluble. Voilà, si vous voulez faire vraiment de la science-fiction, vous voulez triturer vos méninges, vraiment poser des défis de réflexion, alors,
Transhuman Space, achetez juste le bouquin de base, vous occupez pas de GURPS et prenez n'importe quel système de règles, narrativiste si ça vous fait plaisir ou autre. C'est prévu pour, hein, le bouquin de base de Transhuman Space, il n'y a pas de règles dedans, c'est vraiment l'univers. Là, c'est si vous voulez avoir l'approche un peu positive. Si vous voulez avoir cette approche plus négative, vous voulez faire vraiment angoisser vos joueurs, Eclipse Phase. Eh bien, merci pour tous ces conseils. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Le prochain épisode sera justement l'apocalypse et après. Je vous rappelle que Roll Youfull est une émission, un podcast Studio Carton C. Et on se revoit la prochaine fois. Salut Styr. Salut.